Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le cours de la 3e semaine de la matière lecture et étude de texte. Aujourd'hui, nous allons aborder la séquence narrative. Bon, qu'est-ce qu'une séquence narrative? Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la séquence narrative est la dynamique du récit, c'est-à-dire raconter des événements, des actions. Comment se structure la séquence narrative? Eh bien, elle est faite d'abord d'une situation initiale. La situation initiale correspond à un état d'équilibre qui précède l'action, c'est-à-dire la première situation qui décrit comment commence l'histoire, comment commence la narration, comment commence l'état premier, l'équilibre premier, le cadre spatio-temporel d'un état de fait. C'est-à-dire la première situation, la première stabilité de l'histoire. Jean-Michel Adam décrit cette situation initiale comme étant la fonction de présence et d'ancrage situationnel, c'est-à-dire la présentation des états, des personnages, de première situation, du cadre spatio-temporel, où se passe l'histoire, quand se passe l'histoire, et comment est la situation. Le deuxième élément de la séquence, c'est l'élément perturbateur ou déclencheur ou intrigue, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une intrigue, quelque chose qui déclenche les problèmes, quelque chose qui provoque les actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation d'équilibre, sinon il n'y aurait pas d'action, sinon il n'y aurait pas d'événement, sinon il n'y aurait pas de discours. Donc il faudrait qu'il y ait un élément perturbateur, un incident, un déclencheur, quelque chose d'imprévu qui vient rompre l'équilibre de la situation initiale. Cet événement ou cet élément perturbateur déclenche l'intrigue proprement dite et instaure un état de déséquilibre ou un problème à résoudre. Baroni le décrit ou le définit comme la tension narrative. C'est une tension, c'est-à-dire un problème, un élément qui vient rompre l'équilibre. Le troisième élément de la séquence narrative, ce sont les péripéties ou les actions transformatives. Ça constitue le corps du récit, c'est-à-dire les actions, les événements, les discours. Ce sont les éléments, ce sont les états imposés par l'élément perturbateur, c'est-à-dire les actions faites en réponse à l'élément perturbateur. Francine Revaz le décrit comme étant la suite de transformations successives. C'est une suite, c'est-à-dire un amas, un groupe de transformations successives qui modifient la situation des personnages, c'est-à-dire qui modifient leur action, leur discours, leur état, leur statut, etc., en vue d'arriver à une résolution de l'histoire. Et comme je viens de le dire, le quatrième élément, c'est la résolution ou le dénouement. La résolution est l'action ou l'événement qui met un terme aux péripéties en apportant une solution au problème central, c'est-à-dire au problème central apporté par l'élément perturbateur, c'est-à-dire revenir à un équilibre qui est soit le même que celui de l'équilibre premier ou un équilibre nouveau. C'est une étape où le conflit principal est résolu. Et enfin, nous avons le cinquième élément, la situation finale. La situation finale se présente comme étant le nouvel état d'équilibre. Ça pourrait être un état d'équilibre correspondant à celui du premier, comme je viens de le dire, ou un équilibre nouveau. Elle est soit différente de la situation initiale, soit l'équilibre qu'elle apporte, il est soit correspondant à l'équilibre initial de la situation initiale ou il est différent. Elle montre les conséquences des événements sur les personnages et leur univers. Ce nouvel équilibre clôt le récit. Les composantes de la narration.
qu'est-ce qu'on doit trouver dans une séquence narrative? On doit trouver d'abord les personnages. Et que sont les personnages? Les personnages sont les acteurs du récit, c'est-à-dire ceux qui font les actions du récit. On les distingue souvent selon leur fonction et leur complexité. Nous avons souvent des héros, un héros ou des héros. Nous avons aussi les protagonistes du héros, nous avons l'opposant ou l'antagoniste, c'est-à-dire l'ennemi de l'héros, nous avons l'adjuvant ou celui qui aide le héros, et nous avons leur caractérisation de ces trois types de personnages, grosso modo, se fait par leur action et leurs paroles, leur dialogue et leur description. C'est-à-dire, un personnage doit avoir des dialogues, doit avoir des actions et doit avoir des descriptions. Sinon, il pourrait avoir l'un de ces trois éléments sans les deux autres. C'est-à-dire, on pourrait décrire un personnage et il serait considéré comme personnage sans qu'il ait des actions ou des dialogues, des paroles. Il pourrait avoir des paroles et être considéré comme personnage sans avoir des actions et des descriptions. Il pourrait avoir des descriptions sans avoir des paroles et des actions sans avoir des paroles et des descriptions, et il pourrait être considéré comme un personnage. C'est-à-dire, l'un des trois éléments, ou les trois réunis, ou l'un des trois, ou deux des trois, font qu'un personnage soit un personnage. Le point de vue, l'un des constituantes de la narration sont le point de vue de la focalisation du narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte, c'est l'entité qui raconte l'histoire. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre narrateur avec auteur. Auteur, c'est un terme appartenant à une autre discipline que celle de la linguistique textuelle. Ça appartient. Lorsqu'on parle d'auteur, on parle de la théorie de la réception, sociologie de la littérature. Si on parle d'écrivain, c'est autre chose. L'écrivain, c'est la personne. Là, on parle d'une autre théorie, c'est la théorie de la genèse, c'est-à-dire la production. Ici, dans la linguistique textuelle, dans le structuralisme, nous parlons de narrateur. Et le narrateur, c'est une entité, ce n'est pas une personne. Donc, le point de vue du narrateur, c'est sa science de l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire? Il pourrait avoir une focalisation zéro ou une narration omnisciente. Et là, le narrateur sait tout, il est partout, il connaît les pensées, les sentiments, il peut anticiper les événements, c'est-à-dire, il connaît le futur, il sait tout. C'est-à-dire, tout de l'histoire est connu par le narrateur. Focalisation, le narrateur pourrait avoir une focalisation interne. Et là, le récit est filtré à travers la perception et la conscience d'un seul personnage. C'est-à-dire, le narrateur participe à l'histoire à travers les yeux, à travers les sens d'un seul personnage. Là où le personnage en question est, le narrateur a un récit. Sinon, il n'en a pas. Nous avons également une focalisation externe, le cas de la focalisation externe, et le narrateur, là, est un simple témoin qui décrit l'extérieur et des actions et des paroles et des personnages, c'est-à-dire sans avoir accès à leur intériorité, sans avoir accès à l'anticipation, sans avoir accès aux pensées, aux intentions, sans avoir accès à tout ce qui n'est pas vu de l'extérieur. Troisième élément de la séquence narrative, nous avons les temps et les lieux. C'est ce qu'on appelle en narratologie la genèse, c'est-à-dire le plan spatio-temporel. Le plan spatio-temporel, nous avons le temps du récit qui joue sur plusieurs temporalités. On distingue dans les temps de l'histoire la durée des événements racontés dans le temps du récit. Et là, nous avons dans le temps, nous avons deux temps. Nous avons le temps du récit et le temps de l'histoire. Le temps du récit et le temps de l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est le temps réel, c'est-à-dire on peut soit le prendre franchement du texte, c'est-à-dire là où il est décrit franchement, c'est-à-dire l'histoire se passe au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe, mars, avril, mai, juin, à 19h, à 17h, c'est le temps réel. Nous avons aussi le temps du récit. Le temps du récit se compte en volume textuel, c'est-à-dire le volume textuel consacré à un événement, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, une page, 3 pages, un chapitre, c'est ça le temps du récit. Et le rapport entre les deux fait la vitesse de l'histoire, c'est une autre discipline, c'est la narratologie.
Les lieux, le cadre spatial n'est pas un simple décor. Il participe à l'atmosphère du récit, influence l'action et peut avoir une valeur symbolique, c'est-à-dire la description. Le lieu, c'est surtout la description du lieu. Et là, nous avons plusieurs modes de description que nous allons voir, Inch'Allah, plus tard, dans le cadre de la narratologie, pas aujourd'hui. Les temps maintenant, les temps verbaux du récit. Les temps verbaux du récit, nous utilisons le passé simple pour les temps. Nous utilisons dans la narration plusieurs temps. Souvent le passé simple comme cadre de narration par excellence. Il exprime les actions ponctuelles, achevées, brèves, sauf s'il y a bien sûr un adverbe à côté, c'est-à-dire il fit ça. Il fit ça, ça va faire brève comme action. Sinon, s'il fit ça longtemps, longtemps, l'adverbe va donner la valeur de la longévité, l'endurance, la valeur de la prolongation dans le temps est apportée par longtemps et non pas par le temps, par le verbe en lui-même, le temps verbal lui-même, c'est-à-dire le passé simple. Si le passé simple est utilisé à lui seul, il va faire valeur de brièveté, de ponctualité. Donc c'est un événement ponctuel, bref. Nous avons aussi l'imparfait. L'imparfait est utilisé à plusieurs valeurs fondamentales. Nous avons par exemple l'utilisé pour la description, c'est-à-dire si vous décrivez quelque chose dans le passé, vous allez utiliser l'imparfait. Elle avait les cheveux longs. Ici c'est une description. Vous avez aussi la valeur de l'action inachevée. Il préparait son doctorat. Rien ne prouve que cette action est achevée puisque c'est utilisé c'est conjugué à l'imparfait. Rien ne prouve que cette action au présent est faite, c'est-à-dire il préparait son doctorat. Rien ne prouve aucun indice ne prouve que cette action s'est achevée dans le présent. Donc c'est une action inachevée. Vous avez aussi également les actions qui durent dans le passé. Imparfait, d'ailleurs c'est son nom l'indique, imparfait. Imparfait, c'est-à-dire ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas complet. D'accord ? Vous avez le temps le plus que parfait aussi, est utilisé. Le plus que parfait est l'action a une valeur d'antériorité dans le passé, c'est-à-dire si deux actions se succèdent et l'une est conjuguée par exemple au passé simple, l'autre est conjuguée au plus que parfait, la plus ancienne c'est forcément celle qui est conjuguée au plus que parfait. Parce que le plus que parfait c'est le plus ancien des temps, c'est l'antériorité, le plus que parfait, c'est-à-dire c'est très parfait, c'est très complet comme action. Nous avons également le passé composé. Le passé composé, c'est toujours une action d'antériorité par rapport à certaines actions conjuguées au passé simple, mais une antériorité relativement proche. Donc, grosso modo, ce sont ces temps-là qui sont utilisés généralement dans la séquence narrative. Maintenant, venons-en à l'exercice, l'analyse structurelle d'un texte. On va lire le texte et répondre aux questions. D'abord, le texte. Le voleur étourdi. Ce matin-là, la boutique de Monsieur Legrand était calme. Le bijoutier rangeait des montres dans sa vitrine, tandis qu'un rayon de soleil réchauffait l'atmosphère. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit avec violence. Un homme cagoulé fit irruption en brandissant une arme. « Personne ne bouge » hurla-t-il. Pris de panique, Monsieur Legrand recula et heurta une étagère. Une pluie de petits diamants s'abattit sur le sol. Le voleur, distrait par ce bruit, baissait un instant son arme. Profitant de cette brève inattention, Legrand actionna silencieusement l'alarme sous son comptoir. Quelques minutes plus tard, la police arrêta le malfaiteur alors qu'il tentait de ramasser les pierres précieuses. Le calme revint finalement dans la boutique, mais l'émotion restait palpable. Les questions. Identifier et justifier en citant les numéros de phrases, la situation initiale. Bien sûr, les phrases sont numérotées. Dans le texte, vous trouverez le document en pièces jointes dans la boîte à description.
Donc, identifier et justifier en citant les numéros de phrase la situation initiale, les éléments perturbateurs, les péripéties relevez-en deux actions principales, la résolution et la situation finale, c'est-à-dire les éléments constituants de la séquence narrative. Quel est le point de vue focalisation du narrateur? Bien sûr, la focalisation dominante dans le récit. Justifiez votre réponse. Relevez deux verbes au passé simple et deux verbes à l'imparfait pour chaque temps. Expliquez brièvement son rôle dans la narration. Exprime-t-il une action ponctuelle, une description, un arrière-plan? Résolution de l'exercice. Pour l'anatomie de la séquence narrative, nous avons d'abord la situation initiale. La situation initiale se situe dans la phrase première et deuxième phrase. Ça représente l'équilibre premier de l'histoire. Ce sont les deux phrases qui représentent le cadre spatio-temporel où se passe l'événement, où se passe l'histoire. L'histoire avant que n'importe quel élément n'y parvient, ni casse l'équilibre. Donc nous avons le voleur étourdi, ça c'est le titre. Donc première phrase, ce matin-là, la boutique de Monsieur Legrand était calme. Donc c'est la première situation, nous sommes dans une boutique, Monsieur Legrand est calme, rien ne se passe, c'est le premier équilibre. Le bijoutier, ça y est, d'abord on connaît que Monsieur Legrand est un bijoutier, la boutique c'est une bijouterie. Ranger des montres dans sa vitrine, tandis qu'un rayon de soleil réchauffait l'atmosphère. Donc tout est calme, tout est paisible, tout est bien, rien ne se passe, c'est l'équilibre premier. L'élément perturbateur, soudain la porte d'entrée s'ouvrit avec violence. Ça y est, un événement parvint. Il y a un événement qui vient casser cet équilibre. Quel est cet événement? Quel est cet acteur? Un homme cagoulé fit irruption en brandissant une arme. Ça y est, il y a le problème qui arrive. Ce premier équilibre, cette situation initiale qui était tout à fait calme dans une boutique, une bijouterie, Monsieur Legrand était en train de ranger ses affaires, ses montres et ses bijoux, un rayon de soleil réchauffait l'atmosphère. Soudain, un gars fait irruption, un homme fait irruption, cagoulé, fait irruption en brandissant une arme. Personne ne bouge, hurla-t-il. Ça fait là le discours de l'agent, du personnage. Personne ne bouge, hurla-t-il. Pris de panique, Monsieur Legrand recula et heurta une étagère. Ça y est, il y a un problème. Il y a un problème. Premier problème qui arrive. Ah, qu'est-ce qui arrive? Les péripéties. Après, ce sont les péripéties, les éléments de l'action de l'histoire qui vont faire que l'histoire va se retourner, va changer de situation. De la situation initiale, élément perturbateur, donc pris de panique, Monsieur Legrand recula et heurta une étagère. Ça, on commence les péripéties. Donc, troisième, quatrième, cinquième phrase, ce sont les phrases qui représentent l'élément perturbateur. De la sixième à la dixième, nous avons les péripéties. Pris de panique, Monsieur Legrand recula et heurta une étagère. Une pluie de petits diamants s'abattit sur le sol. Ah, les événements commencent à s'enchaîner. Il y a une série d'événements. Le voleur, distrait par ce bruit, baissa un instant son arme. Il y a des éléments qui changent dans l'histoire. Profitant de cette brève inattention, Legrand actionna silencieusement l'alarme sous son comptoir. Donc tous ces événements, ce sont des péripéties, ce sont
les actions principales de l'histoire qui vont faire que le déséquilibre va changer. Parce que le déséquilibre est venu par l'élément perturbateur. Nous avons dit de la phrase 3 à la phrase 5. Maintenant, de la phrase 6 à la phrase 10, ce sont les péripéties. La situation, la résolution du problème. Quelques minutes plus tard, la police arrêta le malfaiteur. C'est-à-dire la police est venue, c'est la résolution. Le problème est résolu. Le problème du malfaiteur est résolu. Quelques minutes plus tard, la police arrêta le malfaiteur alors qu'il tentait de ramasser les pierres précieuses. Ça y est, le problème s'est résolu. La situation finale, le calme revint finalement dans la boutique, mais l'émotion restait palpable. C'est-à-dire, il y a un revirement de l'histoire. On n'est pas revenu au premier équilibre où tout était calme, rien ne se passait, Monsieur Legrand était en train de ranger sa marchandise, rien ne se passait. Maintenant, le calme est revint, mais finalement, la boutique de l'émotion restait palpable. C'est-à-dire, il y avait une certaine émotion par cette action violente qui est parvenue par l'intervention de ce malfaiteur. Donc, il y a une deuxième situation par rapport à la situation initiale, qui est la situation finale, mais qui n'est pas ici la même que la situation. On n'est pas revenu au même équilibre premier. Il y a un équilibre, mais ce n'est pas l'équilibre premier. Pour la vocalisation du narrateur semble être externe, c'est-à-dire le narrateur est en train de décrire les éléments externes de l'histoire. Nous avons ce matin-là, la boutique de M. Legrand était calme, le calme est palpable et visible, le calme c'est quelque chose d'externe. Le bijoutier rangé, l'action de ranger c'est une action externe qui se voit par n'importe quel narrateur, par n'importe quel observateur externe. Le rayon du soleil réchauffé, l'atmosphère, le rayon est quelque chose d'externe, de visible. La porte d'entrée s'ouvrit, c'est quelque chose d'externe, de visible. Un homme cagoulé fit irruption, c'est quelque chose d'externe. En brandissant une arme, quelque chose d'externe. Il hurla, quelque chose d'externe. Que monsieur Legrand fut pris de panique. La panique, c'est visible, c'est quelque chose d'externe. Par contre, la peur peut être interne, mais la panique, elle est visible. C'est une réaction visible sur la mimique, sur le visage, sur les actions. Donc, c'est quelque chose d'externe, la panique. Monsieur Legrand recula et heurta, quelque chose d'externe. Les petits diamants s'abattis sur le sol, c'est une action externe. Le malfaiteur, le voleur, baissa un instant son arme, c'est quelque chose de visible externe. Legrand actionna l'alarme, c'est quelque chose d'externe, visible. La police arrêta, c'est une action externe. Le calme revint, c'est le deuxième équilibre correspondant au premier, c'est quelque chose d'externe, et l'émotion restait pas. L'émotion c'est quelque chose d'interne, mais restait palpable, c'est-à-dire il parle de quelque chose, d'une action externe, non pas d'émotion ou de sensation interne, restait palpable, c'est-à-dire c'est le jugement du narrateur et non pas sa science, donc restait palpable, donc tout est externe, le narrateur est apparemment à une focalisation externe. Maintenant pour les verbes. Nous avons l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Ce matin-là, la boutique de M. Legrand était calme, c'est une description. Le bijoutier rangeait, c'est une action inachevée, c'est-à-dire le temps pendant qu'il rangeait ses bijoux, ses montres dans la vitrine, l'élément perturbateur parvint dans l'histoire. Donc, le bijoutier rangé, c'est une action inachevée. Le rayon de soleil, un rayon de soleil réchauffé, une description de l'atmosphère, de la boutique. Puis, encore avec le passé simple, soudain la porte d'entrée s'ouvrit. C'est un élément, c'est une action brève, ponctuelle dans l'histoire. Un homme cagoulé fit
cagoulé, fit éruption. Donc c'est une action brève et ponctuelle. Bondissant une arme, personne ne bouge, hurla-t-il. Action brève, ponctuelle. Pris de panique, Monsieur Legrand recula et heurta. C'est-à-dire c'est une action qui n'a pas duré dans le temps. Il recula et heurta. Une action ponctuelle. Recula et heurta. Une pluie de diamants s'abattit. C'est une action brève, c'est-à-dire le fait qu'un élément, que quelque chose tombe du comptoir, ça ne va pas durer une éternité, c'est s'abattit. Donc c'est une action brève, ponctuelle. Le voleur distrait baissa, c'est-à-dire un instant, d'ailleurs l'élément suivant dans la phrase détermine la brièveté de cette action, baissa un instant son arme, profitant de cette brève, d'ailleurs c'est décrit, de cette brève action, de cette brève profitant de cette brève inattention, Legrand actionna. Ça n'a pas duré une éternité. Il actionna silencieusement, d'une façon discrète, il actionna brèvement. Une action qui n'a pas duré dans le temps, ponctuelle. L'alarme sous son comptoir. Quelques minutes plus tard, la police arrêta. C'est-à-dire, la police n'a pas pris beaucoup de temps pour arrêter le malfaiteur. Alors qu'il tentait. Donc, tenter, c'est une action inachevée. C'est conjugué à l'imparfait. Donc, c'est une action. Il était en train de ramasser les petits diamants. Il n'a pas achevé son action. Alors que la police vint et l'arrêta. De ramasser les pierres précieuses, le calme revint. C'est-à-dire, ça n'a pas duré longtemps pour que le calme revint à la boutique, parce que la police a pris le malfaiteur finalement dans la boutique, mais l'émotion restait palpable. Rester palpable, c'est l'imparfait de la description, c'est-à-dire ça décrit l'atmosphère de la boutique comme ça se faisait avec le rayon qui réchauffait. Donc, c'est tout. Sinon, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Merci. Wassalamu alaikum.